Merci Ingrid d'avoir accepté notre invitation. Moi, je rends grâce de cette chance que vous soyez avec nous aujourd'hui, ce soir. Première question. Alors moi, je ne vais pas parler parce que ce que je veux, c'est que vous écoutiez Ingrid. Pouvez-vous nous expliquer le contexte politique en Colombie au moment justement où vous engagez dans cette terrible course à la présidentielle? Qu'est-ce qui se passait en 2002, ça fait loin déjà, lorsque j'ai été kidnappée. Alors, la Colombie était à ce moment-là, elle est toujours, mais d'une façon différente, dans une guerre civile entre une guérilla d'extrême gauche communiste, plusieurs guérillas d'ailleurs, pas seulement une, mais dont la plus importante était les FARC, des groupes paramilitaires qui étaient financés par les trafiquants de drogue pour protéger leurs investissements, mais qui étaient aussi, d'une façon cachée, entraînés par des forces liées à l'armée colombienne. Donc, tout ceci faisait un panorama compliqué parce que nous avions donc 3 acteurs dans la guerre, l'armée colombienne, les paramilitaires à cheval entre le trafic de la drogue et l'institution militaire, et la guérilla qui donc s'était nourrie pendant très longtemps des mouvements et du financement en particulier de l'Union soviétique. Donc, quand je suis en train de faire donc la politique en Colombie, qui est une politique avec des drapeaux très évidents. C'était d'une part la justice sociale, puisque c'était l'injustice sociale qui faisait qu'il y avait des personnes pour nourrir ces organisations criminelles. La lutte contre la corruption, une corruption généralisée en Colombie, qui faisait donc et qui permettait une impunité et donc que ces organisations fleurissent. Et très important pour moi à ce moment-là, une véritable lutte pour l'environnement. Non pas comme un luxe que l'on pouvait s'offrir en plus, mais comme quelque chose d'essentiel parce que ce sont les pauvres qui subissent le plus tous les effets lorsque l'environnement est ciblé. Donc, j'étais une candidate pas très aimée par la classe politique ni par l'établissement colombien. Et donc, ma campagne était une campagne d'opposition au régime colombien, tout en étant convaincue que c'était à travers la démocratie colombienne qu'il était possible de changer les choses. Et dans cet état d'esprit, je m'en vais donc à un endroit qui était un endroit spécial en Colombie. Il y avait à ce moment-là des négociations de paix dans un petit village qui s'appelait San Vicente el Caguán. Il se trouve qu'à San Vicente el Caguán, le maire de San Vicente el Caguán était un membre de mon parti, le parti vert, Oxygène Vert, que nous avions construit avec beaucoup d'autres Colombiens. Et le maire de San Vicente était un membre de notre parti. Et donc, je voulais, dans ma campagne, aller à San Vicente à un moment critique parce que le jour où j'avais décidé de me rendre à San Vicente, les pourparlers de paix s'étaient interrompus, une grande crise, et le gouvernement colombien avait décidé de poursuivre la guérilla militairement et de la faire sortir de ce territoire que d'une certaine façon la guérilla avait, dans lequel la guérilla avait déployé ses forces pendant le processus de paix. C'est donc dans ce contexte que j'ai été kidnappée. Alors effectivement, au regard de cette prise de risque, c'est-à-dire en fait, quand vous regardez sur Internet des images de la campagne d'Ingrid Betancourt, donc c'était 2 voitures à chaque fois, avec des gardes du corps en permanence. Est-ce que le jeu en valait-il vraiment la chandelle ? Je crois que
dans la position qui était la mienne, de comprendre que je voulais changer la situation d'un pays qui était dans le chaos, le risque pour moi n'était pas d'être kidnappé. Le risque pour moi était d'être tué. Pourquoi ? Parce qu'en Colombie, beaucoup de candidats à la présidence se sont fait assassiner en pleine campagne. Donc, je dis ça tout simplement parce que, dans une réflexion que je faisais ce matin avec d'autres personnes qui m'avaient posé cette question, j'expliquais qu'en fait, une fois, en tant que personne, on assume que le risque total est de se faire tuer, et que donc on se dit, ben oui, mais il faut quand même le faire. Les autres risques ne sont pas vraiment des risques. C'est-à-dire qu'on conçoit bien que tout le monde court des risques, qu'on est en première ligne si quelque chose se passe, mais d'une certaine façon, puisqu'on a accepté de faire de la politique en Colombie et que les risques sont hauts, ben oui, la réponse est oui, le jeu en vaut la chandelle. Est-ce qu'on peut arriver à conjuguer le désir d'accomplissement familial, donc élever 2 enfants, Lorenzo et Mélanie, et en même temps faire de la politique dans ces conditions de façon aussi dure, avec une menace de mort? J'étais convaincue que je pouvais, et je crois que je me suis trompée dans ce calcul. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que ce que je faisais n'était... Je me plaçais toujours à la frontière du risque. D'une certaine façon, j'étais devenue experte à vivre dans cette frontière du risque. Et d'ailleurs, pendant la campagne présidentielle, j'avais pris des risques beaucoup, beaucoup plus grands que celui d'aller à San Vicente, et en tout cas dans ma perspective. Donc aller à San Vicente n'était pas vraiment un risque, c'était tout simplement quelque chose de routine. Mais d'un point de vue contextuel, dans le sens de l'engagement politique, c'est vrai que l'engagement politique en Colombie à ce moment-là impliquait une priorisation sur mon temps dédié à la lutte que je menais, et que c'est un temps qui a été enlevé à mes enfants, spécialement avec l'enlèvement. Je crois que j'arrivais à avoir bonne conscience dans mon travail quotidien, parce que c'est vrai que de la même façon que la politique demande un grand engagement de temps, vous avez une grande liberté d'organiser votre temps. Et je me faisais toujours un devoir d'être là pour le lever des enfants, pour les emmener à l'école, pour le petit déjeuner, et pour la rentrée, pour superviser les devoirs et les mettre au lit. Et je croyais qu'en jonglant avec ces temps qui étaient les leurs, et en essayant d'être maman en même temps que politique, j'arriverais à cette équation qui était évidemment compliquée. Aujourd'hui, je pense que finalement, ça a été infiniment dur pour ma famille, ce qui explique aussi qu'après la libération, j'ai décidé de prioriser mon temps d'une autre façon, et que cette priorisation a fait que, en particulier, mes enfants sont devenus l'objet premier de mes priorités. Alors, on va revenir à cette terrible journée du 23 février 2002, où vous décidez de vous rendre à San Vicente, à ce meeting politique, pour justement soutenir un maire élu de votre parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter, revenir sur cette terrible journée? J'y reviens souvent, avec des sentiments mêlés. Bon, disons qu'au départ, le maire de San Vicente m'avait demandé de venir de façon urgente. Pourquoi? Parce qu'avec l'interruption du processus de paix, le maire craignait que les paramilitaires ne rentrent dans la ville pour saccager la ville en rétaliation
pour le fait, enfin, du fait que la ville avait hébergé la guérilla pendant les dialogues de paix. Donc les gens avaient très peur. Je crois que quand je suis arrivée à San Vicente, pas à San Vicente, je ne suis jamais arrivée à San Vicente, mais à Florencia, qui était l'aéroport dans lequel nous avons atterri, pour ensuite prendre la route pour aller à San Vicente, je voyais un spectacle qui était malgré tout rassurant. C'est-à-dire qu'à Florencia, ce qu'il y avait, c'était une énorme opération militaire avec des soldats partout, des hélicoptères qui sortaient toutes les 10 minutes, parce que c'était l'opération que le président avait annoncée pour déloger la guérilla. Donc, en principe, je me sentais très en sécurité puisque les forces de l'ordre étaient là. Là où ça s'est commencé à gâter, c'est lorsque, alors qu'on avait tout prévu, qu'il y avait des escortes, qu'il y avait des voitures blindées, qu'il y avait enfin, tout ce qui fait qu'on peut être en sécurité. Lorsque j'atterris à Florencia, le chef militaire basé à Florencia vient me voir et me dit « Ah, madame, ça va être un petit peu compliqué de vous déplacer par la route. On vous propose de vous prendre en hélicoptère. » Alors, je dis « Bon, d'accord, ok. » Et puis, ça s'allonge, 1 heure, 1 heure et demie. Et je me dis « Il va falloir qu'on parte très vite, parce que si on ne part pas, je ne pourrai pas faire l'aller-retour. » Et je voulais faire l'aller-retour le même jour, parce que mon père était malade, qu'il venait de sortir de l'hôpital après un infarctus. Et que donc, j'avais beaucoup de choses qui faisaient que j'étais d'accord pour aller à San Vicente, pour faire ce saut, pour être là, pour être présente en solidarité pour les gens de San Vicente, mais je tenais absolument à revenir pour être près de mon père. Lorsque le militaire me dit qu'il m'emmène en hélicoptère, j'ai trouvé ça ni bien ni mal. Je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas, peut-être que ça ira plus vite. Mais étant donné que ça ne s'est pas fait dans les délais, je reviens le voir, et là, je me retrouve avec une situation complètement différente, dans laquelle le militaire me dit, écoutez, nous avons l'ordre de la présidence de la République de ne pas vous emmener à San Vicente en hélicoptère. Je dis, ah bon, mais pourquoi? C'est un ordre, il n'y a pas d'explication. Ah d'accord, bon. Bon, ben alors je prends la route. Je prends le système d'escorte que nous avions organisé. Ah non, madame, désolée, ça a été interdit. Personne ne peut vous accompagner. Et lorsque on me le dit de cette façon, dans le contexte politique dans lequel je vivais, mon raisonnement a été de me dire, je suis un candidat en dehors des circuits du système, et ils vont tout faire pour m'empêcher d'arriver au but. Et un des mécanismes est évidemment de me retirer la sécurité, parce qu'ils savent qu'en Colombie, sans sécurité, on ne peut rien faire, et que s'ils m'enlèvent mes escortes, je ne pourrai plus faire de campagne dans le pays. Et c'est parce que j'ai senti que c'était un chantage, et que ce chantage impliquait une violation d'un droit essentiel pour les Colombiens de faire de la politique partout, qui est un droit constitutionnel, j'ai cru que mon devoir était de m'y rendre, tout en sachant que les militaires étaient partout, et en me disant, de toute façon, il y a des hélicoptères dans l'air, il y a des troupes sur le sol, la guérilla a été délogée, il ne peut rien y avoir comme danger. Je me suis trompée. Je suis arrivée dans un croisement. C'était une route que je connaissais par cœur, j'avais fait 1000 fois. Et là, devant moi, il y avait une voiture de la Croix-Rouge qui était stoppée, et il y avait un barrage militaire. Alors, en Colombie, une des consignes que nous connaissons tous est que pour faire la différence entre les militaires et les paramilitaires ou la guérilla, c'est-à-dire la subversion, la première chose qu'on regarde, c'est les bottes. Pourquoi les bottes? Parce qu'ils ont tous les mêmes uniformes camouflés, c'est le même genre d'uniforme vendu partout, j'imagine, mais les bottes des militaires sont en cuir, avec des lacets, et les bottes de la guérilla sont en caoutchouc.
Et là, c'était des bottes en caoutchouc. Et c'est à ce moment-là où je réalise que je suis devant un problème. Nous essayons de faire demi-tour. Nous n'arriverons pas à faire la manœuvre à temps. La guérilla arrive en courant et on est capturé. Oui, parce que sur votre voiture, et vous étiez dit que c'était une façon de mieux passer d'éventuels barrages, il y avait votre nom écrit en toutes lettres. Donc à un moment, vous êtes dit, donc le garde vous a attrapé et dit ah, attendez, le commandant veut vous parler, et vous êtes dit c'est pas possible qu'on se cache. Au cours de la campagne présidentielle, vous aviez eu plusieurs fois, enfin au moins une fois, mais plusieurs fois, je crois, l'occasion de rencontrer certains des chefs des FARC. Est-ce que vous vous attendiez à autant de cruauté, de volonté de faire du mal que ce qu'ils vous ont fait subir en captivité? J'ai eu plusieurs fois l'occasion, pendant ce processus de paix, en tant que sénatrice, de me rendre à des pourparlers avec les chefs de la guérilla, des FARC. Je crois que si je dis que je m'entendais bien avec eux, je n'exagère pas. C'est-à-dire que, étant donné que je m'entendais très mal avec mes compagnons du Sénat, les politiques colombiens, qui évidemment étaient des personnages avec un bagage historique difficile de corruption et aussi de crimes, parce que à ce moment-là, toute la mafia de la drogue était véritablement très présente dans la politique colombienne. Donc c'était des gens difficiles, c'était des gens dangereux. J'avais autour de moi des personnes qui, je savais, avaient payé pour que je sois assassinée. Et c'est pour ça que j'avais des gardes du corps. Enfin, c'était un milieu difficile. Donc, lorsque je me retrouvais avec les gens de la guérilla, d'une certaine façon, je me disais que eux aussi avaient, d'une façon différente, envie que la chose change, que le système change. Je discutais avec eux du fait que je croyais que parce qu'ils faisaient une guerre avec les caractéristiques qui étaient la leur, ils réussissaient à justifier le système. Et c'était ma grande critique à la guérilla. Je leur disais, cette guerre que vous menez est celle qui permet à la classe politique colombienne de maintenir une armée pour non seulement aller vous combattre, mais surtout pour maintenir un pays sous domination et sous domination dans l'injustice sociale totale, donc dans la répression sociale. Et c'était dans cette optique que je me sentais, si vous voulez, avec des affinités. Alors, une fois que j'ai été kidnappée, je suis rentrée dans une autre planète. Les gens avec qui j'avais parlé, c'était des gens qui, dans les pourparlers dans lesquels ils participaient, s'habillaient, eux, se déguisaient-ils probablement de personnes comme vous et moi. Mais c'est vrai qu'une fois rentrés dans leur monde, c'était totalement différent. Et c'était un monde fait d'une très grande violence, très hiérarchisé, avec des contradictions fondamentales, dont l'une, par exemple, juste pour n'en nommer qu'une, c'était le fait qu'il était convaincu que c'était une guérilla qui respectait l'égalité entre l'homme et la femme. Totalement faux. C'était une guérilla totalement machiste, parce qu'ils venaient tous d'un milieu paysan très machiste, et que donc les filles qui servaient dans la guérilla étaient utilisées à la fois comme combattantes, comme femmes de combat, et elles étaient d'ailleurs extraordinaires, mais aussi comme prostituées sans paye. Et que, évidemment, cela avait un effet sur la façon dont ils me traitaient moi. Parce que du coup, je devenais une prisonnière qui faisait pour eux partie de l'oligarchie. Donc j'étais l'ennemi de l'oligarchie. J'étais en plus soupçonnée d'être traître, puisque en plus j'étais française. Donc c'était très bizarre. Une personne qui aspirait à la présidence de la Colombie
avec une double nationalité, et j'étais une femme. Et une femme, cela voulait dire espionne, sorcière, etc., etc. Donc, mon séjour de 7 ans dans la jungle a été particulièrement difficile. Justement, est-ce que vous pouvez, parce que tout le monde n'a pas encore lu même Le silence a une fin, est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type? Alors, il y a eu plein de journées types, parce que dans votre livre, vous le décrivez très bien. Il y a ce passage donc, de longs mois sédentaires, où vous êtes caché dans un des multiples camps des FARC, et puis il y a d'autres moments où vous marchez pendant des semaines dans cet univers hostile. Mais comment ça se passait une journée type? Une journée type était soit une journée de marche, soit une journée de campement. Il n'y avait rien d'autre. Peut-être la première chose à dire, c'est que l'environnement est autre. Là, vous êtes là et d'une certaine façon, vous n'avez pas conscience de votre corps. Vous êtes là. Vous n'avez pas faim, vous n'avez pas soif, vous n'avez pas froid, vous n'êtes pas mouillé, vous n'avez pas conscience de votre corps. Dans la jungle, on ne peut pas oublier son corps parce qu'il est l'objet de toutes les tortures possibles. D'abord de l'environnement, les 1000 moustiques, les 1000 parasites, tout ce qui vous pique d'une façon différente. Vous apprenez à les nommer en fonction de l'irritation qu'ils vous causent et des effets qu'ils vous produisent. Toutes sortes de bestioles. Alors, on apprend à les aimer, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais c'est du scorpion à la tarentule, en passant par toutes sortes de fourmis, grandes, petites, les grandes très venimeuses, les petites terribles, parce qu'elles sont microscopiques, on ne les voit pas, et elles vous envahissent, et c'est des démangeaisons terribles. L'environnement est donc très, très difficile. L'environnement animal, l'environnement végétal, c'est un environnement, il n'y a que du vert, on ne voit pas le ciel, on est vraiment dans une prison verte. Il n'y a jamais l'humidité est constante parce qu'on est enfermé dans cette verdure. Et puis c'est une végétation qui pique. Elle se protège elle aussi de tout ce qui l'entoure, avec des effets de cette sorte. Donc, chaque fois que vous touchez quelque chose, vous avez une épine, vous avez une urticaire. Donc, vous êtes constamment agressé par le milieu. Et ça, ce n'est rien. Ce n'est rien comparé à l'agression de l'être humain. Quand on lit même Le silence a une fin, on voit des points de comparaison, et c'est terrible de dire ça, avec des récits d'anciens déportés dans les camps de concentration nazis, et notamment le fait que la délation est la religion des FARC, donc qui est appliquée, que les FARC essayent de vous inculquer, mais qui est appliquée chez eux également. Vous êtes très souvent enchaînés par le coup, et certains d'ailleurs geôliers, parce que vous n'avez pas répondu à leurs avances, se font un malin plaisir de resserrer en fait les chaînes, et vous restez, vous et vos compagnons d'infortune, plusieurs mois enchaînés par le coup, enchaînés entre vous. On est vraiment dans l'enfer. Et pourtant, page 45, un premier passage sur le bonheur. Je me suis souvenu alors de ce passage de la Bible qui m'avait frappé lorsque j'étais en captivité. C'était un cantique de louange à Dieu dans le livre des psaumes qui décrit toute la dureté de la traversée du désert. La conclusion m'avait paru surprenante. Il était dit que la récompense de l'effort, du courage, de la ténacité, de l'endurance n'était pas le bonheur ou la gloire. Ce que Dieu offrait en récompense, c'était le repos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Bon, je crois que ça s'explique tout seul. Je pense que lorsque l'on a vécu une situation de ce qu'on peut appeler une tribulation, c'est-à-dire des moments extrêmes de difficulté,
la véritable récompense, c'est celle de se sentir finalement dans un état de repos. Le repos étant, je pense, un repos spirituel, c'est-à-dire une harmonie avec soi-même. Et peu à peu, je pense, et je l'ai cité dans le livre, parce que ce repos, c'est, je crois, ce que nous devons chercher dans la vie. Ce n'est pas un ascétisme à outrance, c'est tout simplement que nous sommes conscients de notre bonheur lorsque nous sommes satisfaits. Et la satisfaction est un repos. Dans le repos, il y a le fait d'avoir accompli ce qu'on voulait accomplir, de ne pas avoir de besoin immédiat, d'être en harmonie avec le moment, avec les gens autour, avec l'espace, donc le repos de l'oasis, là où on n'a pas besoin d'aller chercher l'eau et la nourriture parce qu'elle se trouve à portée de main. Et je crois que, en venant ici, je pensais à cela. Lorsque nous pensons à notre vie, ici, nous, ceux qui sommes aujourd'hui dans cette salle, nous sommes tous des êtres qui avons bénéficié dans notre vie de cette grâce, puisque j'aime beaucoup le mot que vous avez employé, de cette grâce du repos. Si nous comparons notre vie à celle de millions de personnes qui tous les jours doivent faire des kilomètres pour chercher de l'eau ou doivent se battre pour nourrir leurs enfants, etc., etc., nous nous rendons compte qu'il y a en nous la capacité du repos. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes si incapables de nous retrouver dans le repos? Qu'est-ce qui fait en nous, qu'est-ce qui nous manque, qui fait que nous sommes dans l'angoisse, dans un désir inassouvi, dans une espèce d'inachevé? Et je pense que cette question-là, il faut absolument la répondre. Parce que il y a, dans le contexte dans lequel nous vivons et dans la civilisation qui est la nôtre, l'idée que le repos, donc la tranquillité, cette espèce d'assouvissement, nous le trouverons avec la conquête de biens matériels. Nous sommes convaincus que le jour où nous aurons un peu plus de ceci ou un peu plus de cela, nous serons arrivés à ce moment de repos. Et il se trouve que ce moment de repos n'est pas dans les choses que nous pensons nous donneront cette satisfaction, mais elle est dans la façon dont nous nous plaçons par rapport au présent dans lequel nous sommes. Et je crois qu'il y a une grande richesse spirituelle à s'exercer dans la gratitude du moment. Parce que c'est la gratitude du moment qui nous donne ce repos, qui est le repos de celui qui traverse le désert et qui est dans la gratitude de se dire « ça y est, j'ai trouvé l'oasis, je peux me reposer ». Et étant donné que nous sommes ces nantis de la terre qui avons ce repos de façon gratuite, il faut que nous ayons au moins la faculté de remercier pour ensuite, et c'est la deuxième étape de ce mouvement, pouvoir partager et pouvoir donner. Parce que je crois, et sans vouloir m'allonger trop sur cet aspect que peut-être nous toucherons plus loin, je crois que la véritable richesse, c'est la richesse du partage. Et bon, ça paraît très évangélique, mais je ne veux pas du tout entrer là-dedans. La seule chose que je voudrais, c'est vous faire partager un moment. Il n'y a pas très longtemps. Je marchais dans les rues de Paris, il y avait un Roumain assis par terre demandant l'aumône, et les passants passaient sans le regarder. Et cet homme, avec son français bancal, essayait de se faire voir et de se faire remarquer pour qu'on lui jette une pièce. À un moment donné, une personne s'arrête,
lui dit bonjour. Surprise de l'homme, surprise de la personne qui lui dit bonjour de voir la surprise de l'homme, grand sourire entre les deux. Et la personne repart. Eh bien, je crois que la richesse du moment a été cette joie partagée qu'une pièce ne peut pas donner. Parfois, une pièce, c'est le mépris. Je ne dis pas ça pour qu'on sourie aux gens qui demandent de l'aumône et qu'on ne leur donne rien. Je pense que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Mais je crois qu'il faut comprendre que l'être humain se nourrit de beaucoup plus et que la reconnaissance en tant que de l'identité de l'autre est tellement importante. Et évidemment, j'en parle parce que j'ai vécu cela dans la jungle. Et je l'ai vécu d'une façon très très belle. C'est pour ça que j'ai été sensible à ce moment. C'était pendant une marche exhaustive. Ça faisait des mois que nous marchions. Et j'étais très malade. Tellement malade que moi, qui avais des gardes toujours autour parce que j'essayais de m'évader toutes les 10 minutes, eh bien là, j'étais tellement mal en point que les gardes m'avaient laissé jeter sur le chemin, sur le trajet, en me disant, de toute façon, vous êtes trop lente, on va aller jusqu'au campement, on va déposer nos affaires et on va revenir vous prendre. Donc, j'étais là, incapable de bouger. Tellement incapable de bouger que je me souviens m'être endormie et m'être réveillée, couverte noire de guêpes, qui était en train de se nourrir de mon sel, du sel, évidemment parce que j'avais beaucoup transpiré pendant la marche, et qui se nourrissait de mon sel. Et de m'être dit, quel bonheur d'avoir quelque chose qui prend soin de moi. Parce qu'en fait, je sentais que ces abeilles m'enlevaient l'odeur horrible que j'avais, crasse, et me laissaient l'odeur de leur miel. Donc, je suis devenue très amie avec les abeilles à ce moment-là. Mais l'histoire que je veux vous raconter, j'ai des images comme ça qui arrivent, vous m'excuserez, ça m'arrive tout le temps. Mais là où je voulais en venir, c'est que, étant là, assise, très malade, je vois une file d'hommes enchaînés les uns aux autres par le cou, avec des barbes, c'était dantesque, en haillons, avec ils portaient des sacs à dos immenses avec toutes sortes de choses. C'était comme un déménagement sur leur dos de chacun. Et quand j'ai vu la scène, je me suis dit, oh mon Dieu, mais quelle horreur! J'ai pensé, vous savez, à ces gravures de l'esclavage des Noirs, qui est toujours tellement choquante. Et j'ai vu cela et j'étais là dans cette espèce d'horreur devant la scène, lorsqu'ils se sont approchés un à un pour me tendre la main et me dire, tenez bon, courage. Alors justement, Ingrid, vous évoquez cette détresse spirituelle, morale, physique également. Quels ont été les facteurs qui vous ont le plus aidé à vous remettre d'aplomb, à même survivre? Est-ce que c'est l'amitié de Lucho, dont vous parlez dans le livre, donc votre ancien collègue sénateur, qu'à l'époque vous aviez à peine remarqué, dites-vous? Est-ce que c'était les paroles très réconfortantes de votre mère, qui tous les jours se levait à 5 heures du matin pour passer dans l'émission de radio et en ayant l'espoir que vous alliez écouter? Est-ce que c'est votre force de caractère? Est-ce que c'est Dieu? Tout ça fait partie de ce qu'est notre force à chacun de nous. Pour typifier un petit peu l'équation, je dirais que l'amour que l'on reçoit des autres nous donne la résilience. Cette espèce de
de courage pour tenir, de force. Elle ne nous appartient pas, elle nous est donnée par l'amour de l'autre qui nous fait sentir important pour lui, et du coup nous voulons être forts pour ne pas lâcher prise pour celui qui nous aime. Mais, et c'est pour ça que c'est très beau, l'amour que nous avons pour les autres, maintenant c'est celui que nous avons, que nous donnons aux autres, c'est cet amour-là qui nous donne le courage. Et donc nous vivons de l'amour. L'amour, c'est la force. C'est celle qui nous permet de supporter, c'est celle qui nous permet d'avancer. Supporter avec l'amour que nous recevons, avancer avec l'amour que nous avons pour les autres. Vous dites à un autre passage du livre, « Je découvrais ce que les autres ont de plus précieux à nous offrir, c'est le temps auquel la mort donne sa valeur. » Comment gériez-vous justement ce rapport au temps ? Je pense que je le gérais très mal et j'essaie de m'améliorer. Et donc, si vous voulez, quand j'étais en captivité, le constat de l'échec était tellement total, j'avais tout raté, qu'il a fallu vraiment passer par une espèce de profonde remise en cause, de me dire, bon, si j'ai la chance de revenir, si jamais un jour j'ai une seconde chance dans la vie, qu'est-ce qui est fondamental ? Qu'est-ce que je ne peux pas rater ? Qu'est-ce qui est quelle est la chose la plus importante pour moi ? Et la réponse, elle a été très visible, immédiate. Ça a été mère. Je peux rater tout le reste. Alors, il y a également, on va arriver, vous allez voir, parce que vous devez vous dire, bon, mais comment il va rattacher ça au thème du bonheur ? Parce que là, bon, c'est pas gagné, a priori. Alors, il y a quand même des moments heureux, c'est assez incroyable, mais un jour, vous pensez à votre fille Mélanie, et vous vous dites, en fait, les FARC font tout pour nous déshumaniser. Oui, c'est là, on est vraiment dans le camp d'extermination quasiment, et vous dites, je vais faire quelque chose pour Mélanie. Et en fait, avec, je crois, avec des femmes, des FARC, vous commencez à tisser une ceinture pour son anniversaire. Et là, vous dites, je pleurais du bonheur d'avoir été là et d'avoir accumulé tant d'instants magiques dans lesquels je trouvais à présent de quoi étancher ma soif de bonheur. C'était certes un bonheur triste, car l'absence physique de mes enfants m'était terriblement douloureuse, mais c'était le seul auquel je pouvais prétendre. Donc, comment on peut arriver dans des moments, ce que vous avez vécu, et j'espère que jamais, à aucun de nous, ça pourra arriver, même le 10e de ce que vous avez vécu, comment on peut arriver à ressentir un moment de bonheur, même triste ? Et qu'est-ce que c'est que le bonheur triste ? Bon, je crois que les êtres humains, nous vivons dans cette espèce de dualité, parce que rien n'est parfait, et que les bonheurs ont toujours ce double aspect qui, d'une certaine façon, donne aussi le bonheur dans la tristesse, donne aussi, comme le temps vis-à-vis de la mort, la valeur au bonheur. Je crois qu'il faut peut-être travailler un petit peu sur les définitions de tous ces concepts. Nous avons des moments de joie, évidemment, des moments de joie pure dans lesquels tout s'éclipse et nous n'avons que cet instant de bonheur parfait. En général, des moments d'amour ou des moments de grande réussite professionnelle, enfin, des moments où nous sentons que c'est comme si tout s'alignait dans la perfection pour nous permettre cet instant parfait de joie. Mais je pense que le bonheur,
le bonheur est un résultat d'un travail spirituel. Et quand je parle de spiritualité, ne pensez pas que c'est de la métaphysique. La spiritualité, je la comprends surtout comme la richesse qui nous est donnée dans le rapport que nous tissons avec les autres. La spiritualité n'est pas une donnée intimiste et solitaire. C'est ce qui nous permet, au contraire, de sortir de notre autisme égocentrique dans lequel nous nous plongeons facilement, pour entrer en relation, en harmonie avec les autres. Alors, c'est curieux parce que peut-être que je dirais, j'ai eu une conversation hier soir avec mon fils sur ce thème. On discutait la place de l'ego et il me disait, maman, l'ego n'est pas nécessairement négatif. Et je lui disais, fais attention avec ton ego, parce que c'est ton pire ennemi. C'est lui qui te fera souffrir, ce ne sont pas les autres. Et je crois qu'il y a dans cela quelque chose à chercher, parce que de la même façon que l'ego est notre pire ennemi, dans le sens où c'est celui qui nous rend, si vous voulez, sensible de façon négative à l'approche de l'autre, je pense que le bonheur, c'est la possibilité que nous avons de nous sortir de nous-mêmes, de nous oublier, c'est très important de s'oublier, pour, sans préméditation, sans calcul, sans agenda caché, être dans l'écoute de l'autre, dans le rapport avec l'autre. Et pensez à vos instants de bonheur. Faites une cartographie des instants de bonheur de votre vie et comptez combien ces instants de vrai bonheur sont des instants solitaires. Parce que je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Je crois que les instants de bonheur vont toujours être des moments intenses de communication avec quelqu'un d'autre. Et c'est dans ce sens-là que je pense que le bonheur est dans le rapport que nous avons avec les autres. Vous parlez également du pouvoir des mots. Je partis encore plus loin dans mes souvenirs. Je le vis, donc vous parlez de votre père, près de moi, me murmurant à l'oreille, même le silence a une fin. Je le répétais après lui, balayant mes peurs, avec l'incantation victorieuse de Pablo Neruda sur la mort. C'est aussi ce langage d'introspection, ces souvenirs de ces relations privilégiées avec vos proches qui a fait que vous en êtes sortis ? Oui. Je crois que toute, je le disais au départ, notre force, elle nous vient des autres et nous donnons la force aux autres. Dans ces amours qui sont les nôtres, nous essayons de nous accrocher à toutes ces aides, ces béquilles qui nous ramènent à cet instant de communication et d'amour et de bonheur avec cette personne. Et que les mots sont très importants. Les mots sont peut-être ce que nous gardons de plus cher de la personne que nous aimons. Ils nous habitent, ils nous construisent, ils nous dévoilent des réalités, ils nous font prendre conscience de qui nous sommes. Si je vous demande à un de vous ici, dites-moi quels sont vos plus gros défauts, la réponse sera les défauts qu'on vous a dit que vous aviez. Ce ne sera pas ceux que vous croyez que vous avez. Parce que nous vivons en miroir de ce que les autres nous apportent. Nous avons besoin de l'autre pour prendre conscience de qui nous sommes. Donc je pense que c'est important de comprendre cela. Il y a dans le monde d'aujourd'hui une
une solitude de la consommation. C'est une grande solitude. Et je crois que si nous faisons une analyse de ce qu'elle nous donne, cette consommation, on va se retrouver très, très appauvri. Pensez par exemple à ce que vous avez mangé à midi ou à ce que... pour faire quelque chose de très matériel. Et vous allez avoir le souvenir de l'expérience, du goût que vous avez eu, mais vous ne pourrez pas dupliquer l'expérience en tant que telle. Alors que si vous vous souvenez d'un moment avec un être aimé, le souvenir vous ramènera à l'expérience, elle. C'est-à-dire que ce que les autres nous donnent, c'est quelque chose que nous pouvons nous répéter à nous-mêmes sans nous lasser, alors que les choses que nous consommons, elles s'évanouissent dans le souvenir. Et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons conscients de ce que les autres sont pour nous et de ce que nous sommes pour les autres. On va parler un peu de la performance. Il y a votre volonté farouche de vous évader. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter une des expériences, le contexte, est-ce que c'était faisable ou pas? Comment ça se passait, puisque je crois que vous êtes évadé 5 fois. Plus, mais j'en ai raconté que 5 parce que, bon. Je vais vous raconter la dernière évasion. Parce que, en fait, quand j'y pense, je la trouve assez drôle. C'était, je pense, dans la 3e année de ma captivité. Et j'avais été réunie avec un autre groupe de séquestrés, d'otages. J'étais donc devenue très amie avec Lucio dont vous parliez, avec qui j'ai parlé hier soir, au téléphone. Et Lucio était un homme absolument extraordinaire qui était malade il avait une très grande diabète. Et jusqu'au moment de son enlèvement, il avait été sous insuline. À partir de l'enlèvement, plus d'insuline. On se demandait, lui et moi, comment il faisait pour être vivant. Il était vivant. Et il me dit, c'était au mois de décembre de cette année, on attendait des nouvelles politiques qui, nous pensions, permettraient d'ouvrir la possibilité d'une négociation et donc d'une libération. Et puis, rien n'a marché. Et on se retrouve, 31 décembre, dans une dépression totale, parce que maintenant on savait que ça allait durer. Et il me dit, il faut absolument qu'on s'évade. Moi, je ne sais pas faire, toi tu l'as fait plusieurs fois. Est-ce que tu es d'accord pour t'évader avec moi? Je lui dis oui, on peut essayer de s'évader, mais il faut préparer ça. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait en se disant partons demain. Il faut vraiment le préparer. On a mis 6 mois à préparer l'évasion, parce qu'il fallait faire beaucoup de choses. Il fallait d'abord s'approvisionner peu à peu, prendre des choses qu'on pouvait garder pour manger pendant l'évasion. Il fallait construire des éléments, en particulier des sacs à dos pour pouvoir emmener des choses, essayer d'avoir des cordes, parce qu'on avait besoin de cordes pour pouvoir s'évader, trouver des chaussures de remplacement, parce que quand on est séquestré, vous devez laisser vos bottes en face de votre... Ça s'appelle la caleta, l'endroit où vous dormez, de façon à ce que personne ne va partir dans la jungle pieds nus. Donc, les bottes sont une garantie de présence. Et les gardes révisent les bottes, que les bottes soient en face de toutes les caletas de tous les prisonniers. Parce que nous dormons sous des moustiquaires, ces moustiquaires en général sont noirs, et donc même avec une lampe de poche, c'est difficile de voir si on est vraiment dedans. Donc, sachant ça, il fallait trouver des bottes, il fallait construire des sacs à dos, il fallait faire des approvisionnements, des cordes, etc., etc. Et puis, étant donné que dans mon esprit, le plan était de s'évader en prenant la rivière,
il fallait des flotteurs, parce que ça allait être des heures et qu'on n'allait pas tenir. Et donc, pour flotteurs, je m'étais dit qu'on pouvait utiliser des bidons d'huile, qu'on pouvait recueillir de la consommation du campement, en disant qu'on avait besoin de ces bidons pour aller chercher de l'eau, pour avoir de l'eau près des caletas, pour se laver les dents et les mains, sans aller à la rivière. Et donc, ça, c'était permis, on pouvait avoir des bidons. Donc, on disait que le bidon s'était cassé, on le cachait, et on en demandait un autre, et de cette façon, on pouvait avoir des bidons comme flotteurs, mais il fallait aussi faire un harnais pour pouvoir mettre les bidons, pour pouvoir s'en habiller au moment d'évasion. Bon, donc il fallait préparer ça. Les jours passent, tout était prêt, mais il me fallait un moment propice, et pour que ce moment propice arrive, il fallait un orage. Pourquoi ? Parce que l'orage, ça fait du bruit, et que quand on s'évade, on fait du bruit, donc on a besoin de l'orage pour cacher le bruit que l'on fait en s'évadant. Dans la jungle, il pleut tous les jours. Donc, normalement, un orage, ça arrive tout le temps, c'est pas un problème. Sauf que là, pendant 6 mois, sécheresse totale. Il n'y a eu pas une goutte d'eau. C'était impressionnant. Et on nous fait changer de campement, d'endroit, etc. Et on arrive dans un endroit et on commence à voir qu'ils sont en train de faire une tranchée tout autour de là où sont nos caletas, nos tentes et donc une tranchée de cette sorte avec ce qu'ils ramènent comme instrument et choses nous fait comprendre qu'ils vont nous enfermer. Ils vont reconstruire quelque chose qu'ils avaient construit des années auparavant, c'est-à-dire un camp de concentration dans la jungle. Et on en avait déjà eu un des années auparavant, et là on se dit, voilà, ils sont en train de refaire le même truc. Et Lucho me dit, si on veut partir, il faut partir ce soir. Parce que sinon, ils vont fermer, et une fois que ça sera fermé, fil barbelé, etc., ça sera plus possible. Et il se met à pleuvoir. Donc je me dis, c'est parfait, on est prêt. Sauf que un guérilleros vient s'asseoir en face de ma caleta toute la nuit. Toute la nuit, il va s'asseoir, comme s'il avait su, comme si on lui avait soufflé à l'oreille, ou peut-être ont-ils entendu une conversation entre Lucho et moi, enfin, je ne sais pas, peut-être qu'on était excités, peut-être que ça s'est vu. En tout cas, l'homme s'est assis en face de ma caleta toute la nuit. Et je n'ai pas fermé l'œil de la nuit dans l'angoisse, jusqu'au moment où j'ai vu que l'homme, croyant que, disons à 2h ou 3h du matin, je m'étais endormie, et probablement je m'étais endormie, l'homme part. Un autre vient, révise le truc, où nous sommes tous, et ils repartent. Et c'est là où je me dis, bon, évidemment, il reste des gardes autour, mais c'est là où je me dis, c'est le moment ou jamais. En ce moment, si jamais il faut s'évader, il faut le faire maintenant. Donc, je vais chercher Lucho, je sors de ma caleta, faisant le moins de bruit possible, et j'arrive à la caleta de Lucho pour le prévenir, pour qu'il se réveille. Et voilà Lucho qui me dit, « Ah, mais tu es folle, mais tu n'y penses pas, on ne va pas partir, mais pas maintenant. » Je dis, « Mais ça fait 6 mois qu'on prépare, c'est maintenant ou jamais. Ah, tu veux vraiment qu'on fasse tuer? Bon, ben voilà, on va le faire. » Et il se lève, dans cette espèce d'angoisse, d'abord de ne pas perdre la face devant moi, parce qu'il m'avait tellement dit qu'il voulait s'échapper, et maintenant il avait évidemment les jetons. Et donc il fait un geste, et il avait près de sa caleta une espèce de bâton, de fourche, dans lequel il avait posé toutes les choses qu'il utilisait pour manger, donc la casserole. Et quand il bouge, il envoie ça partout, et ça fait un terrible bruit. Et on reste tous les deux comme ça, et on entend les gardiens, « Ah oui, ben, ça doit être une souris. » Et je vois Lucho qui part en courant en face de lui, sans penser que le garde qui est là peut le voir, l'autre qui est là-bas peut le voir. Il va tout droit, il fonce tout droit. Je crois vraiment dans une espèce de truc kamikaze, de se dire, de toute façon, il faut qu'il me prenne tout de suite, et il s'en va en courant. Et ben moi, je fais pareil. Je vais derrière lui, et on arrive à un endroit où là, il y a... Parce que, bon, toute la végétation avait été enlevée
autour du campement pour avoir une visibilité, jusqu'à l'endroit où la végétation est à nouveau très dense. Et quand on arrive à l'endroit où là on est caché, on voit la relève des gardes qui passe en face de nous et ils ne nous voient pas. Alors, avant le départ, il faut que je vous dise que j'avais eu la brillante idée, brillantissime, d'aller piquer les bottes des compagnons de captivité militaire qui étaient à côté de nous, mais comme je ne pouvais pas prendre les deux parce que du coup, donc j'en prenais une de chacun et je les faisais tomber. Donc les gardes, quand ils sont passés pour voir, ils ont vu une botte ci, une botte non, ils n'ont pas fait gaffe, les nôtres étaient impeccables devant et on est parti. On est resté 6 jours. Ça a été 6 jours d'évasion. On est rentré dans la rivière. Le souvenir que j'ai de cette rivière est absolument extraordinaire parce que ce soir-là, 2 heures du matin, il y avait pleine lune. Et c'était une immense rivière amazonienne. Et c'était comme en plein jour. C'était d'une beauté extraordinaire. Et comme il l'avait plu tellement pendant les dernières heures, le courant était très très fort et très rapide. Et je me souviens qu'on s'est attaché avec une corde, Lucho et moi, et je l'ai pris par la main, je lui ai dit « Allez, viens ». On a perdu le fond, et le courant nous a emportés. Et j'ai le souvenir de cette espèce d'être prise dans cette autoroute d'eau, en regardant en arrière, en me disant « Ça y est, on les quitte. On est parti, c'est la liberté ». On a été capturés 6 jours après parce que Lucho a eu une crise diabétique et il a fallu qu'on se rende. Et puis donc il y a après. Et donc après, est-ce que finalement votre volonté de concilier votre amour maternel et puis carrière politique sont restées intactes? Évidemment non. Il y a eu des changements de fait. Mais je pense que ce qu'il faut dire, c'est que les objectifs de la vie restent les mêmes. C'est-à-dire, je pense toujours que mon plus grand but est celui de changer le monde. Je crois que nous avons besoin de changer le monde et je crois que c'est un monde qui ne nous suffit pas parce qu'il nous a encaissés dans une individualité qui ne nous correspond pas. Je crois qu'il faut le changer. Il faut que nous transformions le monde pour que tout le monde ait sa place et pas que certains. Donc ce but est toujours là, mais les moyens pour arriver au but sont différents. Parce que je crois, et c'est une des réflexions de la jungle, c'est que je pense que le monde... nous avons l'impression que nous vivons dans l'histoire du monde sans y participer, et que ce sont les leaders politiques qui prennent les décisions et qui mènent le bateau. Et en fait, je crois que ce n'est pas vrai. Je crois que c'est parce que nous, individuellement, nous changeons nos priorités que nous arrivons à ce que eux, leaders politiques, changent les leurs et donnent une direction différente au cours de l'histoire. C'est-à-dire que nous sommes tous le produit du moment dans lequel nous vivons, d'une certaine façon. Mais que de la même façon que nous sommes produits du moment que nous vivons, nous sommes aussi catalyseurs et nous sommes aussi acteurs de ce moment et nous pouvons changer ces moments. Et je crois que la tâche que nous avons aujourd'hui, c'est celle de réussir à nous transformer individuellement d'une façon à ce que, par les valeurs qui vont devenir les nôtres et qui vont marquer notre agir, nous pourrons aussi marquer le cours de l'histoire. C'est-à-dire que nous sommes des vecteurs, chacun de nous, de cette histoire. Nous sommes porteurs
des décisions qui se prennent de façon globale. Pour vous donner un exemple, on est tous ici de la génération de ceux qui sont arrivés dans un monde où il n'y avait pas d'écologie. Et aujourd'hui, l'écologie est une priorité. Tout le monde en parle. Nous avons changé nos gestes de consommation grâce à notre préoccupation pour l'écologie. Nous trions, nous recyclons. Bon, ce sont des choses que nos grands-parents n'ont pas pensé faire. Ce n'était pas dans l'agenda, ça n'existait pas. Dans le futur, il y aura des choses que nos enfants feront que nous n'aurons même pas pu imaginer. Mais nous sommes tous partie prenante de ces transformations. Et je crois qu'il est important de prendre la mesure de ce pouvoir individuel que nous avons. C'est un pouvoir individuel qui est collectif parce qu'il est individuel. C'est-à-dire que nous nous sentons seuls dans nos préoccupations, mais en fait, nous nous rendons compte que nous sommes des milliers, voire des millions, à sentir de la même façon, à vouloir de la même façon, à vouloir les changements dans le même rythme, et que c'est dans la mesure où nous prenons conscience de ce pouvoir que nous avons que nous pouvons faire que le monde change. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Si je suis en train de vous parler aujourd'hui ici, c'est parce que c'est ma nouvelle façon de faire de la politique et que je pense que c'est une politique qui vaut autant que celle d'être candidat à la présidentielle en Colombie. Et je crois qu'elle porte ses fruits. Et je crois que, j'espère qu'à la sortie de ce dialogue que nous avons aujourd'hui, d'une certaine façon, parce que nous aurons des conversations, parce que nous parlerons avec d'autres, parce que nous gérerons d'une façon peut-être différente nos priorités, nos rapports avec les autres, que peut-être nous aurons une autre réaction lorsque nous verrons quelqu'un dans la rue à nous demander une pièce. Enfin, ces petites choses qui vont nous faire prendre conscience de cette importance qui est la nôtre et que grâce à chacun de nous, nous pouvons changer ce monde. Et j'y crois véritablement. Je crois sincèrement que c'est possible. Et je pense que ce n'est pas antagoniste. Disons que ce sont des oppositions complémentaires avec le fait d'être dans la politique. Auparavant, j'ai réalisé que s'il y avait quelque chose que je ne voulais pas, à laquelle je ne voulais pas claudiquer, c'était le fait d'être une mère. Et en revenant, j'avais socialement la place de la maman, mais je n'avais que ça, parce que mes enfants, je ne les connaissais pas. C'était des adultes. Je n'avais aucun souvenir commun depuis le moment où ils étaient devenus adultes. Ils avaient pris des décisions qui m'étaient étrangères. Et je me suis dit, voilà, la première chose dans tout ce désastre, il faut commencer à arranger les choses. La première chose, c'est la relation avec mes enfants. Alors, la relation avec ma fille, Mélanie, c'est faite, enfin, entre femmes, nous nous comprendrons, ça a été fait de petites choses qui nous ont un petit peu amadouées, toutes les deux. Quand je suis revenue de la jungle, je n'avais rien à porter, j'avais pas de vêtements. Et je me retrouve dans un avion vers la France sans habits. Et évidemment, il faut que j'aille à l'Élysée, etc., etc. Donc, premier réflexe, Mélanie, est-ce que je peux piquer tes affaires ? Et elle me dit, oui, maman, évidemment, qu'est-ce que tu veux prendre ? Enfin, et de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on s'habillait de façon proche, qu'on aimait plutôt les mêmes choses. Et on a commencé, chaque fois que j'allais acheter quelque chose, je me disais, est-ce que ça plaira à Mélanie ? Parce que, en fait, j'achetais pour les deux. Donc, ça a créé une complicité. Et de là, les choses sont venues facilement. Nous pouvions, dans le quotidien, nous retrouver dans cette espèce de choses de femmes, de gynécées, et donc ça a été plus facile. Avec Lorenzo, ça a été beaucoup plus difficile. Pourquoi ? Parce que quand je suis revenue, il avait 19 ans, qu'il n'avait pas eu la possibilité de couper, enfin de vivre son adolescence
par rapport à sa mère, et que donc il a vécu au moment où je suis descendue de l'avion. Et sa façon bon, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ça a été un des moments comme ça qui résonnent toujours dans cette relation. J'arrive et 2 jours après, on me donne un BlackBerry. Alors, imaginez, de la jungle à BlackBerry, je ne sais vraiment pas du tout comment ça marche. Par contre, je sais que c'est un téléphone. Donc, je me dis, je vais appeler mes enfants. Et premier téléphone que je fais, c'est Lorenzo. Et je dis, Lorenzo, mon chéri, écoute, voilà, ça c'est mon numéro de téléphone pour que tu le gardes. C'est génial, je vais pouvoir t'appeler tous les jours. Et j'entends cette espèce de silence au bout du fil qui me dit, maman, non, tu ne vas pas m'appeler tous les jours. J'ai ma vie, j'ai mes copains, on s'appelle de temps en temps, mais pas tous les jours. J'ai fondu, je crois que j'ai pleuré pendant 1 semaine en me disant, mais c'est horrible, comment peut-il me dire ça? Je viens de sortir de la jungle et voilà mon fils qui me dit, ma chère maman, tu m'appelles pas quand tu veux. Et puis, à la fin de ces 6 jours de larmes, je me suis dit, mais c'est génial qu'il ait réagi comme ça. Ça veut dire qu'il n'est pas traumatisé. Il réagit comme tous les enfants réagissent. Enfin, tous les enfants, non, tous les hommes réagissent, donc c'est parfait.